Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui intitulé Mise à jour économique du printemps pour les PME. Je vais patienter quelques secondes pour donner la chance à tout le monde de pouvoir se brancher sur le webinaire et se joindre à nous. Et dans quelques secondes, on va commencer officiellement les présentations du webinaire aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Mise à jour économique du printemps pour les PME. Aujourd'hui, on a l'occasion de vous présenter un certain nombre de données, d'informations très pertinentes pour vous en tant que chef de PME, entrepreneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter notre présentateur aujourd'hui. Simon Gaudreault, qui est économiste en chef et vice-président de la recherche avec la FCI. Bonjour Simon. Bonjour Jasmin, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici pour animer ou pour commenter les dernières données économiques là, sur ce webinaire. Super. Et puis, à l'arrière-scène, pour assurer le succès de ce webinaire, on a nos collègues Magda, Charlotte, Rachel, Andrea qui sont avec nous pour assurer la bonne marche de ce webinaire. Vous allez avoir l'occasion d'entendre Simon dans 2 petites secondes, mais tout au long du webinaire, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'onglet Q&A ou Q&R. Là, je ne sais pas s'il y a une plateforme française Zoom avec les lettres Q et R, mais donc utilisez l'onglet Q&A ou Q&R pour poser vos questions. Et on sera en mesure là, d'y jeter un œil dans l'onglet et puis on voudra répondre le plus possible au plus grand nombre de questions qui nous seront acheminées. L'ordre du jour aujourd'hui est assez simple. On va passer à travers les plus récentes données qui vous touchent personnellement en tant que propriétaire d'entreprise, les perspectives économiques actuelles. Simon va faire une petite présentation sur les différences, quelques différences entre les États-Unis et le Canada. Et enfin, Simon va toucher certaines prévisions économiques et certaines estimations. Donc, c'est un peu le menu du webinaire aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos questions dans l'onglet Q&A. Et puis, je souhaite à tout le monde un très, très bon webinaire. Et Simon, je te cède la parole. Merci Jasmin. On va y aller dès maintenant. On va commencer avec, je voulais simplement prendre un peu de temps pour vous expliquer que dans le prochain webinaire, dans ce webinaire-ci, on va présenter plusieurs données qui viennent de vous, qui viennent des sondages que la FCI fait auprès des membres régulièrement. Vous le savez probablement, vous avez reçu nos courriels vous invitant à remplir les sondages. On a choisi, il y a plus de 50 ans, d'utiliser principalement ce moyen-là pour communiquer avec vous et pour informer les prises de position de la FCI. Et après ça, c'est ça qu'on présente évidemment dans l'espace public aux décideurs puis auprès des médias. Et moi, mon rôle comme économiste en chef à la FCI, c'est de présenter ces données-là, mais aussi comme VP Recherche, c'est de diriger l'équipe qui s'occupe des sondages. Et je voulais simplement vous rappeler à quel point c'est important. Ça permet de faire bouger les choses en votre faveur.
le fait de remplir nos sondages. J'espère que je vais pouvoir un peu vous le démontrer dans les prochaines diapositives et simplement vous remercier de remplir nos sondages qu'on vous envoie régulièrement. C'est très apprécié, puis ça permet vraiment ça de faire jouer la crédibilité de la SCI comme représentant de vous, les chefs de PME au Québec, au Canada et partout au Canada. Et ça nous permet évidemment d'être perçus comme l'interlocuteur crédible là, sur les enjeux des PME. Donc, encore une fois, merci. On va y aller avec la prochaine diapo, en fait, où je vais vous rappeler un peu ce que j'avais présenté comme 2 photos pour décrire l'état de situation économique lorsqu'on a fait le précédent webinaire en décembre. On disait, on sort un peu d'un long tunnel avec ces années difficiles-là pour seulement se retrouver finalement, et c'est la deuxième photo, vers de l'incertitude. On ne sait pas trop où on s'en va. L'économie est tout ça est très flou, même à assez court terme. C'est plus difficile que jamais de faire des prévisions. Et là, maintenant, si on se transporte avec nos 2 prochaines images sur la diapo suivante, on a en fait ce que j'ai choisi pour décrire le contexte ce printemps. On décélère côté économique. Évidemment, la Banque du Canada lutte contre l'inflation qui, elle aussi, décélère. On essaie finalement de ramener tout ça vers des niveaux de croissance économique, des niveaux d'inflation auxquels on était plus habitués en 2019 et avant, c'est-à-dire taux de croissance 2-3 une inflation à 2, voire 1 et c'est vraiment là-dessus qu'on est engagé présentement. Par contre, lorsqu'on voit sur la deuxième image, il y a un peu plus de prévisibilité. Hein? La route est plus droite, mais on ne voit quand même pas ce qu'il y a sur l'autre côté de la côte et on est encore en train de descendre cette côte-là. Donc, il y a un peu on est encore en train un peu de se faire pousser dans le dos par les événements. Donc, il y a encore un peu un flou et j'espère que les prochaines données qu'on va vous montrer vont vous permettre d'avoir un portrait un peu plus précis quand même dans la mesure du possible actuellement de ce qui en est de l'économie maintenant, mais aussi pour les prochains mois. Cette diapositive-là, c'est des données qui viennent de vous. On vous demande, là, pendant la pandémie, on le faisait à chaque mois. On avait ce qu'on appelait le tableau de suivi de la santé des PME. Maintenant, on vous demande à peu près trimestriellement où en sont rendus différents indicateurs. Vous avez ici sur ce graphique-là les revenus et les profits des PME. Puis comme vous pouvez voir, là, il y a encore 61 d'entre vous qui nous disent que vos profits sont inférieurs à la normale, puis même 49 là, donc à peu près la moitié, les revenus ne sont toujours pas revenus à la normale par rapport à ce que c'était avant la pandémie. Donc, on voit que la reprise économique là, est toujours pas complétée pour ce qui est des PME. Et ça, c'est un message évidemment qu'on martèle beaucoup dans l'espace public à l'heure actuelle. Il y a des gens, des fois, qui prennent les données économiques d'ensemble, qui disent on a revenu à notre niveau sur l'emploi total, sur les investissements, etc., etc. On est revenu à ce qu'on était avant la pandémie. Nous, on ne dit pas si vite, là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore revenues à la normale pour les PME. Si on va sur la prochaine diapositive, on vous a demandé aussi qu'est-ce qui expliquerait ces revenus sous la normale. Là. Puis comme vous voyez, la réponse la plus populaire, c'est que chaque client dépense moins en moyenne. Après ça, les 2 réponses les plus populaires à la suite de ça, c'est l'augmentation des prix qui joue sur les clients et le faible nombre de clients. Tout ça traduit un peu là, la réalité économique actuelle. Hein. On a évidemment une inflation qui, je l'ai dit, diminue, est en ralentissement, mais quand même qui demeure élevée, là, puis qui a grugé beaucoup de pouvoir d'achat. Il y a aussi évidemment la Banque du Canada qui a augmenté ses taux d'intérêt pour faire face à cette inflation-là. Donc, ceux qui vont payer plus en taux d'intérêt vont avoir évidemment moins de revenus disponibles. Donc, on voit vraiment là, ces facteurs-là qui jouent, puis ça vous impacte selon ce que vous nous répondez, selon ce que vous répondez dans nos récents sondages, ça vous touche particulièrement. Ce sont des résultats pour février. On va vous envoyer la semaine prochaine notre sondage de mai. Donc, ce sera le temps de rafraîchir certaines des données qu'on voit, notamment qu'on a vues sur la diapo précédente. Et sur la suivante, on va aussi vous poser des questions pour mettre ça
ça à jour. Là, ce que vous avez, c'est l'état financier côté dette des PME. Donc, 57 d'entre vous indiquent toujours détenir une dette liée à la pandémie. Et ça, c'est par-dessus toutes les autres dettes normales. Là. On parle vraiment de la dette en surplus liée aux dernières années pour une moyenne de presque 105 000 en février. Ça n'a pas beaucoup, malheureusement, bougé dans les derniers mois. Évidemment, bon, là, il y a différentes dettes, différents éléments qui peuvent composer cette dette-là. Avec différents horizons de remboursement. Il y avait notamment le programme du CUSC qui était un programme assez populaire auprès des PME. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense, Jasmin, que tu voulais ajouter ton grain de sel. Oui, oui. Effectivement. Puis, on a reçu avant le webinaire quelques questions concernant le CUSC, donc le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Nassim a demandé là, s'il y avait du mouvement au niveau de la date limite de remboursement du CUSC. Il y a Mario qui, lui, a demandé s'il y avait du mouvement au niveau non seulement de la date de remboursement, mais aussi de la portion subvention. Donc, je vous rappelle que la FCI, on pousse pour allonger le délai de remboursement du CUSC jusqu'en décembre 2025 pour donner le temps aux PME de pouvoir rembourser le prêt et avoir accès à la portion subvention, parce que la portion subvention du CUSC, c'est la partie la plus pertinente de ce prêt-là. C'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui ont fait une demande. C'est pour avoir accès à cette portion subvention-là. On demande aussi à ce qu'il y ait une augmentation de la portion de subvention et qu'il y ait un processus d'appel et d'arbitrage pour les entreprises qui ont reçu une lettre leur demandant de rembourser en totalité le CUSC sans avoir droit à la portion de subvention. Donc, on demande un certain nombre de choses. On a eu plusieurs rencontres à ce sujet-là avec le gouvernement et on continue à faire de la pression pour qu'il y ait du mouvement, au fond, concernant le CUSC en lien avec les éléments que je vous ai mentionnés. Je vous rappelle que sur notre site Web, on a une pétition que vous pouvez signer pour faire entendre votre voix concernant le prolongement, notamment de la date limite de remboursement du CUSC pour donner un petit peu d'air aux propriétaires de PME en ce qui concerne leur dette pandémique. Moi, j'ajouterais à ça, Jasmin, qu'on vous a envoyé un sondage spécial sur le CUSC puis la dette liée à la pandémie il y a quelques temps. Vous avez été très nombreux à y répondre. Puis je veux juste faire un suivi là-dessus. On va bientôt sortir les résultats dans l'espace public. Là. On est en train de préparer le rapport de recherche lié à ce sondage-là. Donc, à suivre. On va certainement vous tenir au courant là-dessus, probablement même avec un petit article dans la prochaine infolettre ou une des prochaines infolettres mensuelles de la FCI que vous allez recevoir par courriel. Si on va à la prochaine diapo maintenant, si on revient un peu à notre tour d'horizon économique, sur ce graphique-là, ce que vous voyez, c'est des résultats de notre indice principal de confiance des PME. On appelle ça le baromètre des affaires. C'est un sondage qu'on vous envoie chaque mois, un groupe du membership. Là, vous êtes 1/6 chaque mois à le recevoir. Donc, en moyenne, vous le recevez 2 fois par année. Les questions ne changent pas et donc, ça nous permet ça d'établir dans le temps une évolution et on traduit ça dans un indice de confiance. Là. Et ce qu'on voit ici, c'est quand vous regardez complètement à la droite du graphique, la ligne bleue, c'est votre confiance à long terme, ça c'est pour les 12 prochains mois. En jaune, c'est à court terme pour les 3 à 4 prochains mois. Et les lignes pointillées de chaque couleur, c'est le niveau historique, c'est la moyenne historique de votre indice de confiance 12 mois ou 3 mois. Ce qu'on peut voir, c'est que la confiance, par exemple, 12 mois, qu'on considère comme notre indicateur principal,
n'est toujours pas revenu à un niveau là, de sa moyenne historique. On est toujours à un niveau qu'on considère comme étant faible. Donc, ça traduit un optimisme qui est pas particulièrement fort, là, évidemment. Donc, ce que vous nous dites, autrement dit, c'est qu'il y a certaines préoccupations là, par rapport à la performance de votre entreprise dans l'année à venir. Donc, on communique aussi ce message-là dans l'espace public. On mentionne évidemment que c'est plus difficile que jamais de faire des affaires pour plusieurs d'entre vous. Vous êtes plusieurs à nous dire que le coût de faire des affaires n'a jamais été aussi élevé. C'est compliqué de recruter du personnel. On va d'ailleurs voir sur les prochaines diapos, si on peut passer à la prochaine. Dans le même sondage, on vous demande justement de décrire un peu quelles sont ces principales pressions-là sur les coûts. C'est le graphique qu'on voit présentement. Donc, parmi les principales pressions sur vos coûts, beaucoup mentionnaient, ça, ce sont des données de mars 2023. On va d'ailleurs publier avril 2023 demain. Sans dévoiler tout le détail des résultats, je peux tout de suite vous dire que la tendance ou l'histoire que je vous décris avec les résultats de mars, ce qu'on va sortir demain, ça ne changera pas drastiquement. Il n'y a pas un revirement de situation majeur. Donc, on va toujours voir, par exemple, les coûts des carburants et de l'énergie, les charges salariales puis les coûts d'assurance. Ce sont vos trois principales pressions sur les coûts présentement. Le petit point noir que vous voyez, c'est simplement pour comparer à comment c'est historiquement là, quand vous répondez au sondage. Donc, on voit que c'est plus élevé qu'à l'habitude, beaucoup plus élevé qu'à l'habitude. Puis si on descend dans la liste, il y en a deux qui sont à peu près presque le double de ce que vous nous mentionnez d'habitude, c'est le coût des intrants. Donc, ça coûte encore très cher se procurer les différents matériaux, les différents intrants pour mener à bien vos opérations. C'est ce que beaucoup d'entre vous nous rapportent. Et les coûts d'emprunt, évidemment, ça a beaucoup augmenté et c'est lié, comme je le mentionnais tantôt, la Banque du Canada qui augmente beaucoup ses taux. Si on va sur la prochaine diapo, on va voir maintenant une autre question qui porte cette fois-là sur vos freins à vos ventes et à votre production. Sans surprise, là, c'était là avant la pandémie. On a eu un petit break, comme on dit en bon français, au début de la pandémie, puis après ça, ça s'est remis ça a repris de plus belle. Tout ça, c'est les pénuries de main-d'œuvre qui sont importantes. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui touche 46 d'entre vous, qui est un frein à votre croissance pour 46 d'entre vous. Et la non qualifiée, la main-d'œuvre non qualifiée, c'est 30 donc c'est plus élevé encore une fois que historiquement. Et bon, on a évidemment un enjeu là, qui est quand même de fond, qui est peut-être à plus long terme. On va y revenir un peu plus tard vers la fin de la présentation. Ensuite, vous avez la demande intérieure insuffisante. Donc, on voit un peu, bon, c'est quand même encore une préoccupation, peut-être parce que justement l'économie est en train de ralentir dans certains secteurs. J'attire votre attention aussi, on va y revenir sur le manque d'intrants. Donc, vous êtes encore 17 à nous dire qu'il y a un manque d'intrants. Donc, la question des chaînes d'approvisionnement, c'est toujours là. C'est en fait le double d'entreprises là, qui sont préoccupées par ça par rapport à ce qui est historique. Si on va sur la prochaine diapo, maintenant, on rentre un peu plus dans le portrait économique d'ensemble. Je voulais parler évidemment de l'inflation, hein, c'est un des gros sujets de l'heure. L'image que j'ai choisie, comme vous voyez, c'est un avion qui est on est en approche finale, là, ça va atterrir, tout ça, là, mais vous voyez que l'avion est encore un peu croche. Hein, et tu sais, ce n'est pas une approche finale qui est parfaite. Pourquoi? Bon, ben, c'est parce qu'il y a encore de l'incertitude sur l'inflation. On voit que ça descend, tout ça, on voit que ça risque d'atterrir, mais encore plusieurs personnes sont préoccupées par les niveaux d'inflation. Maintenant, si on décortique tout ça, si on va sur la diapo suivante, j'ai pris ici deux graphiques, je vais les décortiquer pour vous. Là, on va regarder ça détail par détail. Ça vient, ça, du rapport de la Banque du Canada. Donc, la Banque centrale publie chaque trimestre un rapport sur l'état de l'économie et ils viennent de le faire. Ça fait quelques semaines qu'ils ont sorti leur nouvelle édition. Donc, ça vient de cette nouvelle édition-là. Ce que vous voyez là, sur ces deux graphiques-là, je vais vous demander juste de vous concentrer sur les lignes rouges. Là, ça, c'est l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est ça qui mesure l'inflation au pays. C'est comme ça souvent qu'on rapporte l'inflation dans les médias, là, ce qu'on voit dans le graphique de gauche. Donc, c'est vraiment calculer l'inflation.
On prend un indice de prix, donc StatCan va aller dans plein de commerces, va regarder le niveau des prix, mais ça, c'est un panier, il faut qu'il y ait telle proportion dans les aliments, telle proportion dans l'énergie, tout ça. Ça nous donne un indice. On prend cet indice-là, puis on le compare sur l'indice tel qu'il était il y a 12 mois. Donc, ça donne une inflation annuelle. Et l'inflation au pays, on voit là, qu'elle a atteint un pic évidemment important, tout le monde le sait là, en 2022, mais ça descend de manière quand même assez soutenue là, depuis ce temps-là. Le dernier mois, StatCan a rapporté une inflation au pays de 4,3 %. L'inflation annuelle, ça c'était pour mars, c'est les dernières données disponibles. Donc, on voit quand même que ça descend, mais que c'est loin de la cible que la Banque du Canada vise, qui est une inflation de 2 %. Ça, c'est la barre noire que vous voyez dans le graphique. Donc, on voit à la fin du graphique un bon écart entre la courbe rouge et la barre noire. Il faut combler cet écart-là, autrement dit, pour revenir à ce qui est considéré comme un territoire neutre, un territoire normal et que la banque soit satisfaite puis décide de ne pas relever davantage les taux d'intérêt, voire de commencer à les baisser. Mais donc, on voit qu'on a encore du chemin à parcourir si on prend cette mesure-là que vous voyez dans tous les médias. Mais il y a un effet là, qui se joue présentement. C'est qu'en fait, l'indice des prix à la consommation, il a commencé vraiment à augmenter à ce temps-ci l'année passée. Donc, si on prend mars, si on prend février de cette année, puis qu'on compare à 12 mois avant, ce n'était pas encore vraiment commencé. Donc, il y a une espèce d'effet statistique. On se compare à une base qui est beaucoup plus basse. Et à partir du moment où on va commencer à se comparer au printemps de 2022, là, où l'indice des prix a vraiment commencé à augmenter, là, on va avoir tout d'un coup, juste par effet statistique, un taux de croissance de l'inflation qui va devenir beaucoup plus lent. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le graphique de droite. C'est simplement une autre façon de le calculer. On prend en fait l'indice sur 3 mois au lieu de 12 mois. On prend l'indice de prix du dernier mois disponible, puis on regarde 3 mois avant. Puis après ça, on remet tout ça en rythme annuel. Et là, vous voyez que l'inflation à ce rythme-là, annualisé sur 3 mois, on est à peu près déjà sur la cible de 2 % de la Banque du Canada. Donc, c'est quand même ça des bonnes nouvelles là, pour du côté de l'inflation. C'est rassurant, ça nous indique que la croissance des prix se dirige vers quelque chose de beaucoup plus stable, durable dans le temps. Si on va sur la prochaine diapo maintenant, c'est encore des graphiques du même rapport de la Banque. Là, on compare plusieurs pays. Le Canada, encore une fois, je vous demande de vous concentrer sur les courbes rouges, c'est le Canada. C'est le chiffre de l'inflation, mais à gauche, c'est pour les biens et à droite, c'est pour tous les services. Et vous en avez peut-être entendu parler, l'histoire de la hausse de l'inflation dans la dernière année, tout ça s'est beaucoup joué. Il y a eu la question, évidemment, qu'au début de la pandémie, dans les premières étapes de la pandémie, les gens étaient confinés, on n'avait pas accès aux services et tout ça. Donc, on a acheté plus de biens, on était à la maison, on s'est procuré beaucoup de biens, ça a créé une pression sur la demande et au même moment, il y avait une pression sur les chaînes d'approvisionnement, donc l'offre était diminuée, donc ça a fait rapidement augmenter le prix des biens, tout ça. Mais on voit que par la suite, là, tout ça est redescendu. La courbe rouge à gauche, encore une fois, est en mode redescente. Jasmin, je sens que tu veux poser une question. Oui, mais en fait, je ne sais pas si ça a été la même chose pour toi et les participants, mais Zoom a redémarré, là, ça ne fonctionnait plus, la plateforme de mon côté. Alors, je suis désolé si on a eu des petits soucis techniques, mais on ne peut pas tout contrôler. Mais parlant d'inflation, il y a Pierre qui a envoyé une question plus tôt, là. Il se demandait là, quelques-uns des impacts pour les consommateurs que l'inflation peut avoir. Donc, je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus. Ben oui, puis peut-être pendant ce temps-là, je demanderais qu'on revienne sur la diapo précédente juste pour garder nos deux graphiques. Puis je te confirme aussi, Jasmin, que de mon côté, il n'y a pas eu de coupure Zoom. Donc, on espère qu'on a gardé et que ça a été le cas pour la majorité de nos participants. Tant mieux. Si jamais vous en avez perdu des bouts,
on couvrira tout ça dans la période de questions et réponses si on a le temps à la fin. Mais oui, effectivement que ça a un impact sur les gens, tout ça, sur la consommation. Là, ce que je vais compléter, juste, c'est l'autre partie, c'est les services. Hein. Les biens, ça redescend. On est en train de se normaliser, donc c'est bien. Mais les services, là, il y a eu un transfert. Hein. Les gens, au fur et à mesure qu'on s'est déconfiné, les spectacles, les sorties, les expériences, tout ça, on a voulu voyager, on a voulu avoir les expériences. Donc, ça a mis une pression ça, sur les services. Et on voit que même si ça n'a pas monté autant initialement que les biens, les services, ça a monté et ça n'a pas redescendu la pression, l'inflation des services, qui est quand même une part majeure de l'économie. Et évidemment, tout ça fait en sorte que on est dans un contexte où il y a encore quand même de l'inflation, donc le prix de plusieurs choses augmente. La Banque du Canada lutte contre cette inflation-là, elle augmente les taux d'intérêt. Évidemment, il y a une question de revenus disponibles là, chez les gens. Les gens, ce que les données économiques nous montrent, ont quand même accumulé de l'épargne pendant les périodes de la pandémie où ils ne pouvaient pas dépenser, ils étaient contraints à limiter leurs dépenses parce qu'ils étaient chez eux, etc. Et il y a eu à ce moment-là une épargne excédentaire qui a été accumulée, mais ça, c'est en train tranquillement d'être entamé. Pourquoi? Parce que l'inflation a été très élevée ces derniers temps. On le sait tous, le prix des aliments, le prix de différentes choses. Et même, on voit le graphique sur les services. Je vous disais que ça avait augmenté le prix de l'inflation des services. Je lisais récemment que, par exemple, le prix des billets de spectacle pour Taylor Swift, en moyenne, à la revente, c'est 1 300 $. Pourquoi? Il y a des spectacles et les artistes ressortent, mais il y a beaucoup de gens qui veulent aller voir les spectacles en même temps. Et donc, ça fait en sorte que ça crée beaucoup de pression sur les prix. Évidemment, si vous dépensez 1 300 $ sur un billet de spectacle pour vous, puis peut-être la personne qui vous accompagne, ou peut-être même 3 ou 4, on comprend tout de suite qu'il y a moins d'argent pour d'autres dépenses. Ça crée, c'est ce qu'on appelle en économie les effets de substitution. Là. On peut dire, OK, les gens sont toujours au rendez-vous malgré des prix plus élevés. Oui, mais pour se permettre ces prix plus élevés-là, dans cette expérience-là ou dans ce spectacle-là, ils ont coupé ailleurs. Donc, c'est pour ça que présentement, il peut y avoir un effet de diminution de la demande sur certains de vos biens, certains de vos services que vous offrez. Et évidemment, en même temps, comme je le disais, il y a la Banque du Canada qui augmente ses taux d'intérêt. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est touché en même temps, là, mais au fur et à mesure que les gens vont renouveler leurs hypothèques avec des taux fixes plus élevés qu'il y a 5 ans, beaucoup plus élevés, le revenu disponible diminue. Là. Donc, tant et aussi longtemps que les taux vont demeurer élevés, qu'on va essayer de ralentir l'économie et l'inflation, mais qu'il va rester un niveau résiduel de hausse des prix dans les différents services, ça va diminuer évidemment le pouvoir d'achat des consommateurs. Si on va sur la prochaine diapo, je voulais simplement revenir très brièvement sur la question des biens. Je vous disais que ça rediminuait cette inflation-là. Puis tantôt, il y a quelques diapos, je vous ai montré là, le degré de préoccupation dans nos sondages qu'on fait auprès de vous sur les chaînes d'approvisionnement. Là, ce qu'on nous dit beaucoup dans le discours public présentement, c'est c'est fini, ça, cette question-là des chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est réglé. Puis souvent, ce que les analystes économiques utilisent, c'est la courbe que vous voyez en haut. C'est simplement un genre d'indice que la banque, la Réserve fédérale aux États-Unis calcule pour montrer la pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et ce que vous voyez, la ligne noire dans le graphique du haut, c'est la normale. On voit que pendant la pandémie, là, vous avez à peu près les 5 dernières années ici. Et ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, ça a monté beaucoup pendant la pandémie, mais que selon leur indice, maintenant, on est redescendu au point tel qu'on est rendu en bas de la ligne noire. Donc, il y a moins de pression que la normale sur les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est leur lecture. Mais quand on vous demande si la pénurie
d'intrants limite votre croissance des ventes ou de la production, mais vous êtes encore 17 en mars à nous dire que c'est le cas. Et c'est plus que le double là, de la moyenne historique à 8. Donc, du point de vue là, de ce qu'on récolte comme feedback chez vous, là, chez les chefs de PME, c'est pas encore totalement résolu. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, c'est sûr que quand on regarde la chaîne d'approvisionnement mondiale dans son ensemble, ben, on peut peut-être plus se concentrer sur les multinationales et tout ça, qui ont ce qu'on appelle là, la capacité d'imposer leur prix, puis ils peuvent même affréter des navires pour s'assurer de leur production. Puis les PME, à travers tout ça, ben, se retrouvent souvent un peu coincés à la fin de la chaîne d'approvisionnement. Mais on voit quand même qu'il y a une tendance à la baisse, donc on espère que ça va se poursuivre, que vous allez continuer à être moins nombreux mois après mois à nous dire que c'est un problème. Et Simon, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a eu quand même le choc terrible de la pandémie, puis des usines qui ont arrêté de produire, des pays exportateurs ou d'autres importations, exportations qui ont été mis sur pause, puis que il y a eu tellement un choc important de l'économie que là, ça prend quand même un petit peu de temps à revenir. J'imagine que si on se projette un petit peu dans l'avenir, on peut juste penser que ce choc-là étant passé, les choses devraient s'améliorer, continuer à s'améliorer pour les prochains mois. Oui, je pense que ce qu'on peut voir, c'est effectivement une amélioration de la situation, là. Puis tantôt, on va vous présenter plus vers la fin du webinaire nos prévisions là, à court terme. Puis ça va nous permettre ça, de tracer un portrait un peu de ce qui s'en vient. Mais ce qu'on voit déjà dans les chiffres là, du réel, hein, des derniers mois, des dernières années, mais surtout des derniers mois, je dirais qu'on est vraiment, je reviens à mes deux images pour illustrer le printemps. On est un peu sur une pédale de frein. Hein, les choses décélèrent, incluant les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Ça s'estompe tranquillement. Donc, on est de retour vers quelque chose de graduellement de plus normal. On ne dit pas qu'on l'est. Vous êtes à la moitié à nous dire que les revenus ne sont toujours pas normaux, mais il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous montrent que de manière intéressante, là, en tout cas de manière encourageante, on aurait dépassé le pic de nos enjeux plus importants liés à la pandémie. Il reste plein d'autres enjeux, évidemment, en avant de nous. On va passer à la prochaine diapo maintenant. On va continuer un peu à couvrir juste l'inflation rapidement parce que peut-être certains d'entre vous ont noté l'annonce des pays, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Là, ça, c'est leur cartel de producteurs mondiaux de pétrole. Ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils coupaient la production, qu'ils allaient réduire la production de pétrole à l'échelle mondiale. Puis là, plein de gens se sont inquiétés. OK, ça va réduire l'offre. Ça va créer une pression sur les coûts de l'énergie, encore une fois. Là, c'est un peu ce qui est illustré dans la caricature que vous voyez là. Mais en fait, quand on regarde, encore une fois, j'ai un graphique ici du rapport de la Banque, quand on regarde ce qui va principalement contribuer à l'inflation là, dans les prochains mois, selon la Banque, là, évidemment, le prix du logement, ça c'est les barres mauves en haut, continue de contribuer à l'inflation. Puis paradoxalement, il lutte contre l'inflation, il augmente les taux d'intérêt, ce qui fait augmenter les coûts du logement, évidemment. Donc, c'est comme un peu, ça semble un peu bizarre là, de ce point de vue-là, là, de décortiquer l'action de la Banque centrale, mais c'est parce que, bon, les taux d'intérêt, selon eux, vont jouer sur d'autres facteurs, mais c'est sûr que ça fait augmenter les coûts du logement. Le coût des services hors logement, bon, ça, on en a parlé il y a quelques minutes, je ne reviendrai pas là-dessus. Les aliments, évidemment, ça reste quand même une pression importante. Et les biens, ça diminue, comme on l'a vu sur les graphiques précédents. Puis ce qu'on voit là, qui est par en bas, donc autrement dit, c'est une contribution négative, donc ça aide à atténuer les pressions sur l'inflation. C'est les barres bleues, c'est l'énergie. Donc, en fait, la Banque du Canada et beaucoup d'experts prévoient que ce n'est pas l'énergie dans les prochains mois qui va surtout contribuer à l'inflation qui va rester. Ça va jouer beaucoup du côté des services, ça va jouer du côté du logement, comme on le voit dans le graphique. Donc, je voulais juste vous
prendre quelques instants pour peut-être vous rassurer pour ceux qui avaient noté cette annonce-là là, des pays de producteurs de pétrole. À date, là, d'après les informations qu'on a, c'est sûr qu'ils pourraient prendre des décisions supplémentaires de réduire encore la production, mais selon ce qui a été annoncé, il n'y a pas de risque d'une flambée rapide des coûts de l'énergie de ce côté-là. Si on va à la prochaine diapo, parlons un peu des taux d'intérêt. C'est sûr que c'est les hausses de taux les plus importantes par la Banque du Canada depuis très longtemps. Là, on parle de quelques décennies. Même lors de la grande récession en 2008-2009, on les avait augmentés rapidement, là, mais ça reste quand même historiquement parmi la hausse la plus rapide. Et vous êtes beaucoup à nous dire que ça a eu un effet, évidemment, sur votre entreprise. Ici, on voit que la part des propriétaires d'entreprise disant que les coûts d'emprunt posent des difficultés, ça a doublé. Vous étiez 20 l'année passée à ce temps-ci à nous dire que ça causait des problèmes, puis maintenant, vous êtes 41 Il y a à peu près, dans un sondage différent qu'on a fait avec vous il y a quelques années sur les banques, vous étiez à peu près 2 tiers à nous dire que vous aviez des produits de financement à taux variable. Donc, c'est sûr que ça vous expose beaucoup plus rapidement à des hausses de taux de la Banque du Canada. Et vous y êtes évidemment exposé sur le côté personnel aussi. Là. Donc, c'est sûr que on voit bien que la hausse se fait sentir. Par contre, la banque, là, on peut s'encourager en se disant qu'ils ont probablement fini de relever leur taux pour un certain temps. Ça va rester quand même élevé à court terme. Là, je regardais la moyenne des prédictions du secteur privé sur les taux d'intérêt. Nous, à la FCI, on ne fait pas de prévision de ce côté-là, mais ça vient d'être sorti. Là, la prédiction typique là, chez les économistes qui font ce genre de prévision-là présentement au Canada, c'est que les taux vont rester à leur niveau jusqu'en décembre à 4,5 et que la Banque centrale devrait commencer à les réduire à 4 vers janvier. Donc, on parle, ça ne va probablement pas se faire comme ça là, de 50, de 1,5 d'un seul coup, mais on peut anticiper là, que ça va être vers 4 vers le début de l'année prochaine. Donc, pour cette année stable, mais idéalement ou de manière un peu plus optimiste, on peut voir que beaucoup prédisent que ça va commencer à redescendre dès 2024. Plusieurs d'entre vous peut-être suivent un peu l'actualité économique américaine. Il y a beaucoup de données économiques qui viennent des États-Unis. Si vous lisez des choses comme le Wall Street Journal ou même les publications là, canadiennes, québécoises, on rapporte souvent des données des États-Unis. Puis vous vous demandez pourquoi, peut-être on voit ce qui se passe aux États-Unis, on s'en va vers là aussi. Les banques centrales là, ont une lecture un peu différente présentement là, de l'économie, qu'on soit aux États-Unis ou au Canada. Donc, ça devrait expliquer qu'on va avoir des trajectoires de hausse de taux un peu différentes au cours des prochains trimestres. D'habitude, les deux banques centrales se suivent. Là. Si on hausse les taux aux États-Unis, on hausse au Canada, puis il n'y a pas un gros écart, on se suit pas mal. Mais là, les États-Unis devraient probablement continuer à augmenter leur taux d'intérêt dans les prochains mois, les prochains trimestres, et malgré que le Canada va les garder relativement stables. Puis si on va sur la prochaine diapo, je vais essayer de rapidement les passer pour vous expliquer pourquoi. Là. Ça, c'est de l'information même que la Banque du Canada a donnée récemment pour expliquer un peu les différences. La consommation aux États-Unis, ça s'est redressé beaucoup plus fortement puis plus tôt qu'au Canada là, pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup plus de pression sur l'inflation présentement. Le dollar américain, il est considéré aussi comme une monnaie refuge, donc ça se renforce pendant les périodes d'incertitude. Donc, ça peut donner là, évidemment aussi de la force à l'économie américaine, la force supplémentaire par les temps qui courent. L'inflation des services est plus élevée. Vous avez peut-être remarqué dans un graphique précédent que je vous ai montré où on regardait l'inflation des services au Canada, il y avait d'autres pays. Bien, pour les États-Unis, c'est plus élevé. C'est moins encourageant parce que nous, c'est haut, mais c'est stable. Puis pour eux, bien, leur inflation des services, ça continue d'augmenter là, à l'heure actuelle. Et finalement, un point assez important quand même, c'est que les taux d'intérêt vont être plus élevés à court terme à cause du fait que le secteur du résidentiel est beaucoup moins important en proportion de l'économie aux États-Unis. Donc, autrement dit, ils peuvent se permettre d'augmenter les taux
de manière plus élevée et plus rapidement, tout en faisant moins mal à leur secteur du logement. Puis au Canada, ben, de l'autre côté, on voit qu'on a des taux d'immigration très élevés. Là, en fait, là, pour vous, pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être noté là, tout le débat autour de l'immigration, ben, les chiffres montrent que dans la dernière année, c'est 1 million de nouveaux arrivants qu'on a eu au Canada. C'est vraiment un record historique et ça se compare là, dans l'histoire du Canada, puis avec les autres pays industrialisés à l'heure actuelle, c'est vraiment là, même par rapport aux autres pays, on est très élevé. Donc ça fait une plus forte participation à la force de travail et donc ça réduit des pressions sur le marché du travail. Donc, si on a moins de pression sur le marché du travail, les hausses salariales, ça réduit la pression. Donc, tout ça alimente moins l'inflation. Bon, comme je l'ai dit, là, on a une exposition plus importante ici au Canada au secteur résidentiel, au secteur du logement et de l'immobilier en général, ce qui fait qu'on est beaucoup plus sensible à une hausse des taux hypothécaires qu'aux États-Unis. L'autre diapo sur les différences États-Unis-Canada que je voulais vous montrer, juste revenir il y a quelques temps, bon, c'était sur toutes les lèvres la faillite de la banque Silicon Valley aux États-Unis. Rapidement après, il y a eu une autre faillite là, de banque, puis là, on se demandait soudainement s'il allait avoir une panique puis une crise bancaire. Puis on se demandait même, est-ce que ça peut arriver, ça, aussi au Canada? Je voulais simplement vous rassurer, peut-être avec certains de ces chiffres-là que vous voyez ici, les deux secteurs bancaires des États-Unis et du Canada sont complètement différents. On parle de 7000 banques aux États-Unis versus 28 banques principales au Canada. 44 du marché qui est contrôlé par les 5 plus grandes banques aux États-Unis versus 85 ici. Et ça donne évidemment un secteur qui est beaucoup plus stable. Il y a eu 562 faillites entre 2001 et 2023 de banques aux États-Unis versus 0 ici. Bon, il y a aussi la question des hypothèques. Là. Les États-Unis ils ont quand même une structure d'hypothèque du marché hypothécaire qui est différent. Les paiements d'intérêt sont déductibles d'impôts. Les termes de 30 ans, hein, un terme de 30 ans sur une hypothèque, c'est courant. Chez nous, c'est beaucoup plus comme 5 ans. Les acomptes, des versements, des mises de fonds beaucoup plus petites sont acceptées et il y a moins de clients sur des taux variables. Tout ça peut avoir eu un impact aussi là, sur la question de la solidité du système bancaire. On a un système qui est plus diversifié ici au Canada aussi. Hein, on ne fait pas juste du bancaire. Donc, nos institutions sont bien diversifiées, sont solides et sont plus prudents en termes de risque. Il y a une surveillance réglementaire accrue au Canada. Maintenant, allons à la prochaine diapo. Commençons à regarder un peu vos perspectives par rapport à ce qui s'en vient dans les prochains mois. Là, vous avez encore une fois des données de notre sondage mensuel. Vous voyez ce que vous prévoyez que vont être les augmentations des prix en moyenne pour les 12 prochains mois. Ça, c'est la courbe bleue. Et l'augmentation moyenne des salaires, la courbe jaune. On voit à la fin là, du graphique, là, ce qui est les dernières données disponibles mars. Vous étiez en moyenne, vous disiez que ça serait 3,5 l'augmentation de vos prix pour les 12 prochains mois. On voit qu'on est clairement en mode redescente après avoir atteint un pic historique de 4,9 en mai 2022. Et pour les salaires, c'est un peu la même histoire. On a atteint le pic de 3,6 d'augmentation moyenne des salaires pour 12 mois en juin 2022. Depuis ce temps-là, on redescend, mais un peu moins peut-être que les prix. On était à 3,1 en mars dernier. Il y a un écart entre les deux courbes, comme vous voyez, c'est tout à fait normal. Les prix sont plus faciles à ajuster que les salaires. Hein. Vous le savez, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Là. On y pense à 2 fois avant d'augmenter de beaucoup les salaires. On essaie de voir un peu comment la situation va se stabiliser. C'est exactement ça qu'on voit dans la courbe. Là. Et en fait, les plans d'augmentation des prix sont en train de rejoindre ceux des salaires. La courbe bleue va bientôt probablement toucher la courbe jaune, comme c'était le cas avant la pandémie. Et tout ça, évidemment, très probablement va continuer à redescendre. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez utiliser, ce qui pourrait vous être utile pour votre entreprise. Dans la prochaine diapo, on vous a décortiqué un peu tout ça
pour que vous ayez les plans moyens pour votre province et pour votre secteur. Donc, pour les secteurs, on a pour l'ensemble du Canada. Donc, vous pouvez voir ici, là, à peu près, ça ressemble à quoi pour votre réalité d'entreprise. Il y a, comme vous voyez, des secteurs qui sont plus sous pression que d'autres. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, donc je vais juste le passer rapidement. Je vais juste passer rapidement, mais ça, vous allez avoir accès à ces données-là à la fin du webinaire. Là, on peut vous communiquer l'information. Je crois même que le webinaire va être enregistré. On y reviendra vers la fin du webinaire. Puis, juste un autre petit truc pour ceux qui cherchent à faire des prévisions par rapport à comment a été l'inflation dans les derniers mois et tout ça. Vous pouvez aussi aller jeter un œil du côté, googler feuille de calcul de l'inflation. C'est un outil que la Banque du Canada met à la disposition du public. Et vous pouvez là-dedans, c'est un calculateur très simple. Vous entrez un montant. Mettons, telle chose me coûtait 100$ en 2015. Si je voulais ajuster ça en dollars d'aujourd'hui, 2023, bien, ça serait combien? Ce calculateur vous permet de faire ça pour différents montants. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être très pratique à avoir sous la main, à mettre dans ses raccourcis en haut de son navigateur Internet. Et si je ne me trompe pas, Simon, demain, tu fais une sortie là, avec ton équipe de recherche pour parler un peu des prévisions d'augmentation salariale des PME à l'échelle du pays, là, basées sur les dernières données que tu as récoltées, n'est-ce pas? Oui, bien là, vous avez en fait, pour ce webinaire-ci, vous avez plus de détails que en fait, ce qu'on va sortir demain. On voulait vous donner l'exclusivité comme membre, que vous ayez ce détail-là pour vos propres opérations d'entreprise. Puis demain, bien, ça va être ce que je disais, les données de notre baromètre mensuel des affaires. On sort toujours à chaque dernier jeudi du mois avec nos dernières données. Puis on met l'accent, évidemment, ce mois-ci sur les projets d'augmentation des salaires. Il y a eu évidemment, il y a deux raisons principales. La Banque du Canada dit les entreprises montrent encore une croissance des salaires importante, ça pourrait alimenter l'inflation. Ben, nous, on va montrer ce que je viens de vous montrer, que c'est quand même assez raisonnable dans le contexte actuel, les augmentations de salaires chez les PME. Ce n'est pas les PME qui rajoutent là, de l'essence sur le feu de l'inflation présentement. Puis aussi, il y a évidemment la question des négociations dans le secteur public. Les demandes importantes qui sont faites par les employés du secteur public. Donc, on voulait juste mettre ça en relation avec la réalité des PME à l'heure actuelle. Parce que la question des salaires, je veux dire, c'est un enjeu majeur. Puis la conjoncture fait en sorte que là, on en parle beaucoup. Tu as mentionné la grève des employés, de certains employés fédéraux en ce moment. Il y a aussi les pressions de l'inflation, puis ce que ça veut dire sur les gestionnaires, puis les coûts de la masse salariale. Mais aussi, il faut faire un autre petit pas en arrière. Puis les provinces, elles, il y a un très grand nombre de provinces qui ont augmenté aussi le salaire minimum. Ça aussi, il y a un impact sur les coûts de la masse salariale pour toutes sortes de raisons. Donc, quand on prend tous ces facteurs-là, l'inflation, les pressions à la hausse en raison de l'augmentation du salaire minimum, les pressions qui sont liées par rapport à des négociations qui peuvent avoir lieu, là, donc gérer les coûts de sa masse salariale, ça devient un enjeu là, particulièrement important à ce moment-ci. Oui, puis c'est pour ça qu'on voulait vous partager ces données-là. On pensait que ça pouvait vous être particulièrement utile. Puis peut-être juste pour vous donner un peu même davantage d'informations à l'avance, on est en train de travailler sur comment vous procurer un outil plus détaillé là, qui vous permettrait d'avoir ces données-là en temps réel à travers l'année, peut-être même avec plus de détails. Donc, ça impliquerait là, de vous sonder spécifiquement sur la question des ressources humaines et tout ça chaque année. On est en train de travailler là-dessus. Donc, sans faire de promesses que ça arrive dans votre boîte de courriel demain matin, sachez qu'on est très au courant que ça pourrait vous être très utile, puis on met ça en haut de notre liste présentement. Donc, on aura peut-être plus à se dire là-dessus dans notre webinaire économique de l'automne. Super.
Passons maintenant à la prochaine diapo. Le temps file quand même rapidement. Je voulais simplement toucher au marché du travail. Évidemment, c'est la démographie qui joue un peu contre nous. Une population vieillissante, ça fait que chaque année, il y a plus de gens qui sortent que de gens qui entrent sur le marché du travail. Ça se traduit comment tout ça? Bien, si on va à la prochaine diapo, on a quand même des pressions importantes sur les coûts des entreprises. Donc, ça, c'est une autre façon d'un peu de voir les données que je vous ai présentées précédemment. Ça, c'est les entreprises, la part dans chaque industrie d'entreprises qui disent on va augmenter nos salaires de 6 ou plus dans les 12 prochains mois. Pourquoi 6 Bien, ça vient de notre sondage mensuel. Puis quand on l'a commencé en 2009, le dernier choix de réponse qu'on a mis, c'est 6 ou plus parce qu'on ne s'imaginait pas à ce moment-là que l'inflation pourrait même s'approcher de ce niveau-là. Fait que c'est ça que notre sondage capte, mais ça donne quand même une idée de qui est le plus sous pression. Puis vous voyez que dans le secteur de l'hébergement et restauration, là, on avait 6 à peu près des entreprises au premier trimestre de 2019, donc juste avant dans la dernière année pré-pandémique, qui disaient qu'elle allait augmenter de plus que 6 puis c'est passé à 35 de toutes les entreprises du secteur 4 ans plus tard. Au premier trimestre de cette année. Alors, vous voyez l'écart entre les 2 points, là, la longueur de la barre grise, ça montre l'augmentation de la pression salariale chez les entreprises de chaque industrie. Là, vous voyez qu'après ça, c'est les transports qui sont beaucoup sous pression depuis 4 ans, le secteur de la gestion d'entreprise, puis les services professionnels et ainsi de suite. Donc, évidemment que les pénuries de main-d'œuvre exercent une pression là, sur les charges salariales. Prochaine diapo, on l'a décortiqué aussi là, par augmentation. Donc, on voit un peu plus les choix de réponse. Évidemment, là, ça, c'est pour l'ensemble du Canada. 1 seulement des entreprises qui prévoient réduire les salaires, puis 21 seulement qui prévoient aucun changement au premier trimestre de cette année, donc pour les 3 premiers mois de l'année, versus 27 donc plus que le quart qui voit une augmentation légère, 0,5 à 2,5 36 3 à 5,5 puis 15 au global pour le Canada qui disent qu'on va augmenter pour les 12 prochains mois de nos salaires de 6 plus. Donc, c'est quand même assez important. Puis on voit les secteurs dans ce graphique-là là, qui augmentent beaucoup. Hein, les secteurs bleus, là où il y a une augmentation plus élevée qu'avant, on voit que ça prend de plus en plus de place. Donc, la pression se fait sentir. Prochaine diapo, on voit des chiffres maintenant que vous nous avez encore partagés par courriel. Qui est touché par les pénuries de main-d'œuvre? Bien, on voit, par exemple, qu'au Québec, c'est là où on a la plus grande proportion de PME qui disent qu'elles sont touchées par la pénurie de main-d'œuvre. C'est 66 les 2 tiers. Puis on pourrait rajouter à ça là, celles qui touchées, là, ce qu'on veut dire par là, c'est celles qui sont vraiment limitées dans leur croissance ou dans leurs opérations. On pourrait rajouter à ça, là, si je me rappelle bien, les résultats du sondage, il y aurait une autre catégorie là, qu'on pourrait additionner aux 66 pour le Québec, qui est celles qui disent, bien, je ne suis pas limité, là, mais ça me coûte vraiment plus cher qu'avant là, pour opérer de la même façon. Je pense que c'est 15 ou 20 là. Donc, on arrive rapidement là, à plus des 3/4 des PME, en fait, qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par les pénuries. Puis, dans l'encadré en bas, vous avez notre estimé qu'on publie chaque trimestre sur les postes qui sont vacants depuis au moins 3 ou 4 mois parce qu'il n'y a pas d'employés qualifiés que vous pouvez trouver. Il y en avait 658 900 dans l'ensemble du pays au premier trimestre de l'année. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, avant la pandémie, on disait on avait atteint quelque chose comme 400 ou 450 000 postes vacants, selon nos estimés. On disait hey, c'est historique, on n'a vraiment jamais vu ça, on a atteint des sommets. Imaginez-vous, depuis ce temps-là, on a augmenté ce chiffre-là de près de 50 Donc, la pression continue de se faire sentir. Peut-être ce qui va atténuer les pressions dans les prochains mois, c'est évidemment, comme je le mentionnais plus tôt, il y a eu une augmentation rapide des seuils d'immigration où on a 1 million de nouveaux arrivants au pays en 12 mois. Ça pourrait, vous aider évidemment à condition que les programmes soient bien alignés avec vos besoins puis soient faciles à naviguer. Ça, c'est une autre question, c'est un autre paire de manches, puis c'est peut-être un autre webinaire au complet. Là, vous en avez souvent long à dire sur ces programmes-là. Mais il y aura aussi un ensemble de solutions qui devront être mises en place pour pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Ce n'est pas juste l'immigration, c'est comment garder les gens
plus longtemps sur le marché du travail, c'est l'automatisation et plein d'autres solutions. Il faut avoir un mix. Et on va avoir plusieurs choses à dire là-dessus, là, à la FCI, au courant des prochains mois, des prochaines années. C'est un dossier qui ne s'en va pas, malheureusement. La démographie, ça change lentement, mais on va rester très actif, puis on va vous sonder là-dessus aussi dans les prochains mois pour connaître comment vous automatisez, c'est quoi vos points de vue par rapport à garder les gens en emploi plus longtemps, les attirer, les retenir, etc. Donc, à suivre. Et on a publié un rapport il y a quelques jours à peine là, sur certains des impacts et des coûts de la pénurie de main-d'œuvre, puis qu'est-ce que ça veut dire, notamment en termes d'heures travaillées pour les propriétaires de PME. Donc, un rapport qui est disponible sur notre site Web. Oui, qu'on a appelé la semaine de 8 jours parce que ça correspond à 8 journées de travail, ce que vous mettez de plus en heures parce que vous n'avez pas les employés dont vous avez besoin. Donc, c'est ça l'impact concret que vous nous mentionnez sur vous comme chef d'entreprise. Donc, c'est ça, un dossier brûlant et on comptez sur nous pour continuer d'être actifs et de défendre vos intérêts là-dessus. Passons aux prochaines diapos. C'est la dernière, en fait, les deux dernières. On va essayer de finir peut-être si on peut quelques minutes en avance. Nos prévisions à court terme, qu'est-ce qu'on prévoit? On ne fait pas de prévisions à long terme à la FCEI, mais je vous ai mis quand même les prévisions là, pour le PIB réel, donc c'est la croissance de l'économie et l'inflation par trimestre pour les 4 prochains trimestres, pour les 4 trimestres de cette année. On voit que nous, à la FCI, on ne prévoit pas de récession pour la première moitié de cette année. On n'a pas encore nos prévisions pour la deuxième moitié. Si vous regardez, la Banque du Canada sont à peu près la Banque centrale comme nous, puis les économistes du secteur privé, là, ça c'est les services de prévision des grandes banques, par exemple, eux prévoient un ralentissement au deuxième trimestre et au troisième, ce qui, 2 trimestres de suite, ça correspondrait à une récession, la définition officielle. Mais vous voyez que c'est quand même des petites baisses. On est vraiment proche du 0%. Donc, ça pourrait vraiment encore aller dans un cas comme dans l'autre. Mais de notre point de vue, à court terme, en tout cas, il y a, selon notre modèle de prévision, il n'y a pas de récession pour la première moitié de l'année. Puis pour l'inflation, on prévoit que ça va descendre à 3,3 %. On est exactement les mêmes prévisions que la Banque centrale. On utilise des données différentes, un modèle différent basé sur vos réponses, mais on voit qu'on est quand même pas loin. On est exactement où eux sont. Et les économistes du secteur privé prévoient aussi 3,4 % d'inflation pour avril, mai, juin de cette année. Et ça va redescendre tout ça graduellement vers en bas de 3 %, près du 2,5 % là, d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est nos prévisions pour les prochains temps. Ce qu'on peut conclure de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est que la situation économique globale montre des signes encourageants. L'économie ralentit. C'est bizarre de dire que c'est encourageant dans le contexte actuel, mais ça ralentit. Ça permet ça de faire diminuer l'inflation. Et on évite quand même, selon nos prévisions à nous, une récession. Donc, on a atteint quand même une espèce d'équilibre entre pas aller en récession puis s'occuper de l'inflation, qui est quand même acceptable là, dans les circonstances actuelles. La confiance, je vous ai montré vos chiffres de confiance au début, qui est quand même très basse, mais néanmoins, ça augmente. C'est une tendance à la hausse depuis quelques mois. Donc, votre confiance revient graduellement, mais c'est encore bas. Et l'inflation, bon, je ne reviens pas, là, mais on l'a bien vu que ça s'atténuait. Vous restez confronté à des défis majeurs. Vous êtes encore trop nombreux à dire que vous êtes sous pression financière. Là, la moitié sous des revenus normaux, 57 % qui ont une dette COVID qui reste à payer. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas encore totalement résolu. Puis les pénuries de main-d'œuvre sont là pour durer. Ouf, ça fait quand même encore pas mal de stocks à gérer. Mais les perspectives pour 2023 quand même s'améliorent. On voit qu'on peut espérer une sortie là, du bourbier de l'inflation à l'horizon 2024, là, vers la fin de cette année, vers 2024, et peut-être même une baisse des taux d'intérêt au début de l'année. Donc, ce serait des bonnes nouvelles. Puis, de notre point de vue, encore une fois, je le répète, pas d'inflation, pas de récession, pardon, à court terme. Donc, encore beaucoup de chemin à parcourir pour revenir complètement à la normale, mais quand même, une perspective économique qui s'améliore là, pour les prochains mois puis le court moyen terme.
Bravo, Simon, tu as fait ça dans les temps. Félicitations. Écoute, c'est beaucoup de travail pour faire une présentation comme celle-ci. Toi, ton équipe, vous travaillez d'arrache-pied pour avoir les données les plus à jour tout le temps, pertinentes pour ceux qui sont les chefs de PME. Donc, félicitations pour le webinaire d'aujourd'hui, puis félicitations pour le travail de ton équipe et toi-même, parce que les données que vous mettez là, de l'avant, ben, c'est toujours pertinent. Et puis, je veux aussi prendre une petite seconde. Tu l'as fait au début du webinaire, mais je veux le refaire aussi. C'est de remercier les gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui, qui répondent aux questions de sondage. Parce que moi, en tant que représentant de la FCI ici à Ottawa, puis je rencontre les élus, les positions qu'on prend sont basées sur les réponses de sondage qu'on a, puis les données qu'on obtient à travers ces sondages-là. Et donc, je veux à mon tour remercier les gens de prendre le temps de répondre à ces sondages-là. Puis, toujours aussi pertinent ta présentation, Simon. Puis, quand on a parlé de pénurie de main-d'œuvre, j'ai vu, je crois que c'est Danny qui a fait un commentaire sur l'immigration en lien avec les pénuries de main-d'œuvre. Ça m'a fait penser un peu à nous, à partager avec vous ce qu'on fait comme demande. Puis ça revient souvent à dire d'améliorer les services, de simplifier le processus et que ça coûte moins cher aussi pour les entrepreneurs d'avoir accès à la main-d'œuvre issue de l'immigration. Donc, ça, c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Ça met un terme au webinaire d'aujourd'hui. Je veux évidemment vous remercier d'avoir assisté en si grand nombre à la présentation de Simon aujourd'hui. Vous allez pouvoir réécouter le webinaire parce que ça va être mis en ligne dans très peu de temps. Vous allez recevoir un courriel avec le lien pour le réécouter. Partagez-le avec vos amis entrepreneurs, partagez-le avec vos amis, vos connaissances, vos employés. Faites circuler l'information. Il y a plein de gens, je suis certain, qui sont intéressés, puis ce n'est pas tout le monde qui a pu se joindre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le partager. Je veux remercier mes collègues Magda, Charlotte, Rachel, Andrea pour leur contribution à la préparation et à la livraison du webinaire aujourd'hui. Encore une fois, Simon, bravo pour ta présentation. Puis, comme à l'habitude, vous allez recevoir un petit sondage pour démontrer votre appréciation de la présentation et du webinaire aujourd'hui. Et vous allez recevoir sous peu un courriel pour vous inviter à notre prochain webinaire. D'ici là, portez-vous bien, puis je vous dis à la prochaine.